Bonsoir à tous, Agout Shabbos, Shabbat Shalom. Très heureux de vous retrouver ce soir. Avec l'aide de Dieu, on va faire une sikha du Rabbi sur Parashat de la semaine, Parashat Bechukotai. Cette année, on lit donc Béhar et Bechukotai ensemble, donc on va parler de la Parashat Bechukotai. C'est une sikha qui est liée aussi avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec l'Akba Omer, si on peut dire, et donc Bezrat Hashem. Deux, trois petits mots d'introduction avant de commencer. Premièrement, la sikha, elle est assez longue, donc j'ai décidé de la couper en deux parties. Donc Bezrat Hashem ce soir, la première vidéo, et prochainement la deuxième. Deuxième chose importante, c'est que la sikha, elle est compliquée. La sikha, c'est basé sur un sioum de la Masechet Tamid, donc la conclusion d'un traité de Talmud, en l'occurrence le traité de Tamid, que le rabbi a fait, Yutet Kislev, donc le 19 Kislev, 5730, Tafshin Lamed. Et donc, à son habitude, quand le rabbi fait un sioum, une conclusion d'études talmudiques, alors bien évidemment, il ramène la fin du traité, puisque c'est ça qu'on fait quand on conclut un traité, il faut ramener les dernières lignes du traité, mais le rabbi va faire tout un tas de liens, et le rabbi va nous faire voyager dans tout le Talmud, dans les halachot, etc. Donc la sikha, elle est assez compliquée parce qu'elle est assez technique. Pour comprendre chaque sujet, il faut connaître un petit peu les lois qui encadrent ce sujet. Et ce qui est aussi compliqué, c'est surtout de faire le lien entre tous les sujets et de comprendre quel est le lien entre tous les sujets, parce qu'a priori, ça a l'air d'être des choses qui n'ont, entre guillemets, rien à voir. Donc la sikha est technique, ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire comme on peut, au maximum, on va expliquer, et Bezrat Hashem, on va comprendre ce qu'on a besoin de comprendre. Troisième chose importante avant de commencer, c'est que le rabbi, il a une manière de voir les choses particulières, qui est d'ailleurs basée sur les enseignements d'un de ses maîtres, qui est le Gaon de Rogatchov, Rabbi Yosef Rosen. Cette manière de voir particulière est la suivante. Quand il y a deux rabbanim, en l'occurrence, on va voir dans notre sikha, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui sont en marloquette, ils sont en divergence d'opinion. Et ils sont en marloquette sur plusieurs sujets, sur le sujet A, sur le sujet B, sur le sujet C. On pourrait se dire, dans le sujet A, chacun il a son opinion, dans le sujet B, pareil, dans le sujet C, pareil. Et puis en fait, c'est trois sujets qui n'ont rien à voir, et donc chacun il a une opinion dans chacun des sujets. Point. Le rabbi nous dit non. Le rabbi nous dit que chacun asile les chitatés, comme on dit. Chacun y va d'après son avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chacun il a une manière de voir le monde. Et cette manière de voir le monde, elle fait que dans le sujet A, il va penser ça, et dans le sujet B, il va penser ça, et dans le sujet C, il va penser ça. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver la source, la nekuda, le point essentiel qui fait que ce Tana-là, il pense comme ça, et en fait, on arrive à faire un lien entre toutes les marloquettes. Parce qu'en fait, on comprend la logique dans la vie des rabbanim dans chacune des marloquettes. C'est pas juste plein de divergences d'opinion sur plein de sujets différents qui n'ont rien à voir. C'est qu'en fait, chacun des rabbanim, il a sa manière de voir, et donc, il a son avis de telle et telle manière sur chacun des sujets. Et donc, c'est hyper intéressant, et c'est ce qu'on va essayer de développer ce soir, Bezrat Hashem. Donc, on y va dans le corps du texte. La sikha est basée sur une marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur un passouk de notre paracha. Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, quand c'est pas précisé, on parle de Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui est un grand élève de Rabbi Akiva, et Rabbi Shimon, quand c'est pas précisé, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi un grand élève de Rabbi Akiva, donc qui est un ami de Rabbi Yehuda. Donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans notre parashat Bechukotai, la Torah nous dit comme ça. Ve'ishbati chaya ra'a min aretz. Hachem qui parle et qui dit, à la fin des temps, Ve'ishbati chaya ra'a min aretz. Je ferai disparaître la bête sauvage de la terre. Rabbi Yehuda, il nous dit, c'est quoi je ferai disparaître la bête sauvage de la terre? Rabbi Yehuda Omer ma'avirin mina olam. Quand Hachem il dit qu'il fera disparaître les bêtes sauvages, c'est au sens littéral. Hachem il va complètement éliminer, éradiquer les bêtes sauvages. Elles n'existeront plus, elles ne seront plus présentes. Rabbi Shimon Omer, mais Rabbi Shimon il dit quoi? Il dit Mashbitan shelo yaziku. Hachem ne fera pas disparaître les bêtes sauvages. Elles seront là, mais Hachem va les transformer de sorte à ce qu'elles ne soient plus féroces, elles ne soient plus néfastes, elles ne soient plus dommageables pour l'homme. Donc le pasuk nous dit Vishbati chayara minaretz. J'éliminerai, je ferai disparaître les bêtes sauvages de la terre. Rabbi Yehuda il dit
vraiment, elles n'existeront plus du tout. Rabbi Shimon, il dit non, elles seront là, mais elles ne feront plus de dégâts. Ok, ça c'est la marloquette Rabbi Yehuda Rabbi Shimon sur notre pasuk. Le Midrash Torah de Kohanim, il nous dit que on a des preuves à l'avis de Rabbi Shimon. On a des preuves comme quoi l'avis de Rabbi Shimon, a priori, est le bon. Pourquoi? Et ce Midrash, il nous ramène deux preuves. La première preuve qui est complètement incompréhensible, elle nous dit, c'est basé sur le verset Mizmor Shir Leyom HaShabbat, au chant du Shabbat, c'est le Teilim 92. Et le Midrash nous dit, donc comme il y a écrit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, les Mashbit Mazikin Mina Olam, Mashbitan Shelo Yaziku. De ce Teilim là, a priori, de Mizmor Shir Leyom HaShabbat, on voit a priori que c'est Rabbi Shimon qui a raison. Deuxième raison que ramène le Midrash, comme quoi c'est Rabbi Shimon qui a raison, il y a un pasuk dans Yeshaya qui dit quoi? Vegar Ze'ev Imkeves, donc le loup habitera avec l'agneau, c'est un pasuk qui est connu, c'est la haftara du 8e jour de Pessah. Donc il y a écrit Vegar Ze'ev Imkeves, le loup vivra avec l'agneau, Venar Katan Noeg Bam, et le jeune enfant les dirigera. Donc là aussi, on voit que c'est une preuve a priori à l'avis de Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Yehuda, si Hachem il élimine les bêtes sauvages, alors il n'y a plus de loup normalement. Donc le fait qu'il y ait un verset qui nous dit qu'à la fin des temps, il y aura le loup qui vivra avec l'agneau, c'est la preuve qu'il y a bien le loup. Donc c'est la preuve qu'a priori, les bêtes sauvages seront là, mais elles seront plus dangereuses. Le Rabbi pose deux questions sur ce Midrash. La première question, c'est quel rapport entre Mizmor Shir Leyom HaShabbat et le fait que c'est Rabbi Shimon qui a raison? Cette question, c'est la plus compliquée à répondre. On répondra Bezrat Hashem dans la partie 2. Mais, pour bien comprendre la question, on a une marloquette Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Et le Midrash nous dit, on voit de Mizmor Shir Leyom HaShabbat que c'est Rabbi Shimon qui a raison. Quel rapport? Pourquoi est-ce que du Mizmor Shir Leyom HaShabbat, tu me dis que Rabbi Shimon a raison? Première question. Deuxième question, là on comprend bien la question, c'est comment Rabbi Yehuda, justement, on ne comprend pas la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il dit qu'à la fin des temps, toutes les bêtes sauvages seront éliminées, disparaîtront concrètement. Alors qu'on voit dans Yeshaya qu'il y a écrit que le loup vivra avec l'agneau. Donc ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura bel et bien un loup. Donc comment Rabbi Yehuda il répond à cette difficulté sur son opinion? Lui qui dit que les bêtes sauvages disparaîtront, on voit dans Yeshaya qu'à la fin des temps, il y aura le loup qui vivra avec l'agneau. Donc a priori, il faut que Rabbi Yehuda arrive à se dépatouiller. Comment il arrive à concilier son avis avec le verset dans Yeshaya. Ok, ça ce sont les deux questions. Et dans cette première partie, on va répondre à la deuxième question qu'on vient de poser. Maintenant, pour ceux qui connaissent les sichot du Rabbi, avant de répondre à la question, pour ne pas nous balancer, si je puis dire, la réponse comme ça, le Rabbi va nous faire un peu voyager, va nous faire comprendre plein de choses, et ensuite on va répondre à la deuxième question, mais plutôt que de donner la réponse en 2-3 lignes, on va faire en 2-3 pages et on va apprendre plein de choses. Donc avant de répondre à ces questions, le Rabbi nous ramène, comme j'ai dit au début, d'un de ses maîtres, donc le Gaon de Ragatchov, Rabbi Yosef Rosen. Le Rabbi nous ramène un mot comme ça, qui est que Rabbi Yehuda, il est en cohérence avec son avis dans le sujet de Biur Hametz. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'introduction. Là, on va voir 3 marloquettes qui a priori n'ont rien à voir. Et on va voir qu'en fait, comment Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont cohérents dans ces 3 marloquettes. Donc là, il nous dit cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur le verset de notre paracha qui nous dit qu'Hachem va faire disparaître les bêtes sauvages. Ça correspond à une autre marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si on peut dire, sur le sujet de Biur Hametz, la destruction du Hametz avant Pessah. A priori, rien à voir. Rien à voir entre qu'Hachem, à la fin des temps, va faire disparaître les bêtes sauvages et détruire le Hametz avant Pessah. Rien à voir. Maintenant, au sujet de Biur Hametz, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Donc, ce n'est pas directement entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais entre Rabbi Yehuda et les sages, et Rabbi Shimon fait partie des sages. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yehuda Omer en Biur Hametz et la Srefa. Rabbi Yehuda nous dit, on ne peut pas détruire le Hametz si ce n'est en le brûlant. La seule manière valable pour Rabbi Yehuda
de détruire son chametz avant Pessah, c'est de le brûler. Par contre, Vachachamim Omrim, les sages disent, Af mefarer vezore les ruach ometil layam. Même quelqu'un qui va disperser son chametz au vent, ça veut dire il va émietter son chametz, ou alors qu'il va le jeter dans l'eau, c'est bon, c'est considéré comme quelqu'un qui détruit son chametz. C'est quoi la raison de cette marloquette? Le rabbi nous explique, il y a écrit quoi dans la Torah? Tashbitu seor mi baterem. Vous allez détruire, éliminer le levain de vos maisons. Et vous remarquez que le mot tashbitu, vous éliminerez, vous ferez disparaître, c'est le même mot que dans notre paracha, ve'ishbati chayara aminaretz. Je ferai disparaître les bêtes sauvages de la terre, le mot c'est ve'ishbati. Et au sujet du chametz à Pessah, c'est écrit tashbitu seor. Donc c'est le même mot. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont d'accord, ils sont cohérents avec leur avis dans ces deux marloquettes, parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux. C'est le mot qui est employé dans la Torah. Le mot d'éliminer, le mot d'éradiquer, de faire disparaître. Le mot tashbitu, vishbati. Et donc Rabbi Yehuda, on comprend quelque chose. Pour Rabbi Yehuda, quand la Torah elle nous dit tashbitu, je dois faire disparaître, en l'occurrence le chametz. Pour Rabbi Yehuda, faire disparaître quelque chose, c'est que l'existence même de la chose, elle doit être éliminée. La metsiout, l'identité de la chose, elle doit complètement disparaître. Pour Rabbi Yehuda, quand Hachem il nous dit faire disparaître quelque chose, c'est faire disparaître de A à Z. Toute la chose doit complètement disparaître. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, en ce qui concerne le chametz, pour lui, la seule manière valable de détruire son chametz, c'est de le brûler. Parce que quand je brûle le chametz, il reste plus rien, il reste de la cendre, mais la cendre, c'est déjà une identité différente du chametz qu'il y avait au départ. Par contre, pour les Chachamim et pour Rabbi Shimon, quand on dit tashbitu, vous détruirez, vous éliminerez, il suffit de changer la forme de la chose, ce qu'on appelle la tsura, pour que la chose soit annulée. Pour Rabbi Shimon, pour les Chachamim, le pain, même s'il est toujours là en soi, le fait que je l'émiette ou que je le jette à l'eau, le fait que sa forme va changer, que je ne vais plus pouvoir l'utiliser comme avant, même si on va dire dans l'aspect matériel concret des choses, les molécules de chametz, elles existent encore. Enfin, ce n'est pas parce que j'émiette mon chametz qu'il n'y a plus de chametz. Il y a encore du chametz, mais du chametz émietté. Il y a des miettes. Ou alors, quand il est dans l'eau, il y a du chametz qui est altéré, mais ça reste, entre guillemets, des molécules de chametz. Alors que quand on brûle le chametz, ça disparaît complètement, ça devient de la cendre, c'est plus du chametz. Mais pour les Chachamim, pour Rabbi Shimon, le fait de changer la tsura, la forme de la chose, c'est déjà considéré comme une élimination. Donc, on comprend quelque chose. Pour Rabbi Yehuda, quand la Torah nous dit ve'ishbati ou tashbitu, le fait d'éliminer quelque chose, pour Rabbi Yehuda, éliminer quelque chose, c'est on doit éliminer la metsiout. On doit faire un bitul ba metsiout. On doit éliminer l'identité de la chose de fond en comble. C'est pour ça que dans le chametz, pour Rabbi Yehuda, on ne peut que brûler le chametz. C'est ça qui constitue l'élimination du chametz. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, dans les bêtes sauvages, il dit quoi? Quand on nous dit qu'Hachem il va éliminer les bêtes sauvages, ça veut dire qu'elles n'existeront plus du tout. On annule leur existence. Bitul ba metsiout. Pour Rabbi Yehuda, c'est ça, annuler quelque chose. C'est qu'il n'existe plus du tout. Par contre, pour Rabbi Shimon et les Chachamim, au sujet de Pessah, le simple fait de changer la forme de la chose. La chose, elle est toujours là, mais on a altéré sa tsura, sa forme. À ce moment-là, c'est considéré déjà comme si on l'avait fait disparaître, puisque c'est plus la chose initiale qu'on a sous les yeux. C'est pour ça que Rabbi Shimon et Chachamim, ils disent que éliminer le chametz, simplement le jeter au vent ou le mettre dans l'eau, ça suffit. Même si le chametz est encore là, la metsiout du chametz est encore là, alors la tsura, elle a été changée, la forme du chametz, elle a été changée. Donc ça suffit. Pareil pour les bêtes sauvages. Le simple fait que les bêtes sauvages ne soient plus des bêtes qui sont dangereuses, qui sont féroces, même si elles sont toujours là, c'est considéré comme une élimination en bonne et due forme. Donc pour Rabbi Yehuda, faire disparaître quelque chose, pour que ça soit valide, il faut faire disparaître de A à Z, de fond en comble, il faut que l'identité disparaisse. Et pour Rabbi Shimon, le simple fait de changer la tsura, la forme de la chose, ça suffit pour qualifier cela d'une élimination.
C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il va d'après sa shita dans notre paracha et dans l'élimination du Chametz. Et Rabbi Shimon, il va d'après sa shita dans notre paracha dans l'élimination du Chametz. Maintenant, on va avoir une troisième marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et pareil, on va retrouver ce point qui va nous aider à comprendre leur marloquette. Il y a une marloquette qui est très très connue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en ce qui concerne les lois de Shabbat. Ouais. Alors, comme je vous ai dit, ça nous oblige à introduire un petit peu le sujet. Il faut savoir que il y a un klal dans les Ilchot Shabbat, il y a une généralité qui est Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah, quand elle a interdit à un juif de faire un travail le Shabbat, la Torah n'a interdit de faire qu'un travail qui est fait en connaissance de cause. Ce qu'on appelle Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah nous a interdit de faire une Melacha, mais Marchevet avec une intention derrière cette Melacha. Puisque les travaux interdits le Shabbat sont les 39 travaux qui étaient faits dans le désert pour construire le Mishkan. Et ces 39 travaux-là qui ont été faits pour construire le Mishkan, ils n'étaient pas faits par hasard. Il y avait une intention derrière ce travail. Et donc, de la même manière qu'il y avait une intention dans ces travaux-là du Mishkan, nous aussi, les travaux qui sont interdits le jour du Shabbat, c'est des travaux qui sont faits avec une certaine intention derrière. Ça veut dire que quelqu'un qui va transgresser Shabbat, mais sans faire exprès, d'après la Torah, ce n'est pas une avéra, puisqu'il a manqué un ingrédient qui est l'intention que j'ai à faire la melacha. J'essaye de ne pas trop m'étendre parce que c'est un peu compliqué et je n'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, c'est pour ça que dans les catégories de melachot, enfin pas dans les catégories, mais dans les manières de faire les melachot, il y a ce qu'on appelle davar chez Enomit Kaven. Et là, il ramène un exemple du Talmud. C'est quoi davar chez Enomit Kaven? Faire quelque chose sans avoir l'intention de faire la chose. Par exemple, j'ai sur ma table un ustensile en métal, très 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 chaud. Il vient d'être créé, il vient d'être fondu, il vient d'être, je ne sais pas comment on dit. Et cet ustensile en métal, il est encore très 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 chaud. Et quand le métal il est chaud, il est encore malléable, il est encore mou. D'accord? Maintenant, moi, je viens, j'ai de l'eau très froide que j'ai envie de boire, mais elle est trop froide. J'ai pas envie de la boire comme ça. Donc, je vais prendre mon eau froide et je vais la renverser dans cet ustensile-là en métal, qui est encore brûlant. Maintenant, ce que ça va faire deux choses. Ça va faire que mon eau froide, elle va se réchauffer au contact de l'ustensile en métal. Première chose, ça c'est moi qui ai envie de faire ça. Maintenant, ça va faire une deuxième chose, c'est que quand le métal chaud, il est refroidi, il va durcir. Le fait de durcir le métal, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la ménacha qu'on appelle makebe patish, de bonnet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une interdiction dans la Torah de finaliser un travail. Une interdiction Shabbat de finaliser un travail. Ça veut dire que quand moi, j'ai un ustensile en métal qui est chaud, qui est encore mou, et que je vais mettre de l'eau dessus pour le refroidir, automatiquement, je vais achever le travail de construction de cet ustensile. Cet ustensile en métal qui était chaud, qui était brûlant, il était encore mou, il n'était pas encore apte à sa fonction d'ustensile. Quand moi, je vais le refroidir, je vais le durcir et donc je vais le rendre apte à sa fonction d'ustensile. Donc ça, c'est un interdit Shabbat, l'interdit de bonnet, de construire. Je vais faire en sorte que cet ustensile, maintenant, il va être apte à son utilisation. C'est interdit pendant Shabbat. D'accord? Donc reprenons notre cas. J'ai un ustensile en métal chaud, moi j'ai de l'eau froide, moi je verse l'eau froide dans l'ustensile. Mais je ne verse pas l'eau froide dans l'ustensile en me disant grâce à ça je vais refroidir l'ustensile et grâce à ça je vais finir la conception, la construction de l'ustensile. Auquel cas, si j'avais pensé à ça quand j'ai fait ça, ça aurait été interdit. Parce que là, je fais une melacha avec l'intention de le faire. Mais moi, quand je verse mon eau froide dans le keli, je le verse juste pour réchauffer l'eau, pour boire l'eau pas trop froide. Ça s'appelle davar she'eino mitkaven. Je fais une melacha interdite pendant Shabbat, mais je ne la fais pas pour la melacha. Je ne mets pas l'eau froide dans le keli pour refroidir le keli et finaliser la construction du keli. Je mets juste l'eau froide dans le keli pour boire mon eau un peu moins froide. Ça s'appelle davar she'eino mitkaven. Faire une melacha, mais sans l'intention de faire la melacha pour elle-même. Je fais la melacha pour autre chose. Je ne pense pas du tout à faire la melacha.
il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit c'est interdit. Rabbi Shimon, il dit c'est permis. Ouais. Pourquoi? C'est la même chose. Déjà, notez que dans Shabbat aussi, on retrouve le même mot. Il y a écrit Ubayom Hashevei Tishbot. Le 7e jour, tu vas cesser toute activité. Ubayom Hashevei Tishbot. C'est le même mot que Veishbati Chayara'a et c'est les mêmes mots que Tashbitu Seor Mibatechem. C'est toujours le même mot. Ça veut dire cesser quelque chose, faire disparaître quelque chose. Dans les bêtes sauvages, c'est faire disparaître les bêtes sauvages. Dans le Chametz, c'est faire disparaître le Chametz. Et là, pendant Shabbat, Ubayom Hashevei Tishbot, le 7e jour, tu vas t'arrêter, tu vas faire disparaître la notion de travail le 7e jour. Et donc pour Rabbi Yehuda, comme on a dit, pour Rabbi Yehuda, quand on utilise le mot tishbot, éliminer, ça veut dire il faut que la chose, elle soit, entre guillemets, elle disparaisse à 100%. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, à partir du moment où je fais l'acte, comment dire, je fais l'acte d'une melacha pendant Shabbat. J'essaie de me concentrer, il y a un petit peu de bruit autour de moi. À partir du moment où je fais l'acte d'une melacha pendant Shabbat, même s'il me manque la kavana, même si c'est davar chez Enomit Kaven, à partir du moment où j'ai quand même une partie de l'acte qui est liée avec la melacha, c'est interdit, c'est assourd. Parce que pour Rabbi Yehuda, il faut, quand on dit le 7e jour, on n'a pas le droit de travailler, ou voyez ma cheville tishbot, il faut tout enlever. Il faut tout enlever. À partir du moment où je garde un morceau de la melacha, même s'il manque mon intention, étant donné qu'il reste un morceau de la chose, elle n'est pas éliminée à 100%, pour Rabbi Yehuda, c'est pas bon. Pour Rabbi Yehuda, on a dit, pour éliminer quelque chose, il faut que ça soit éliminé à 100%. Donc pour Rabbi Yehuda, davar chez Enomit Kaven, assour. Parce que pour Rabbi Yehuda, même si la melacha, je la fais sans intention, étant donné que quand même le corps de la melacha, il est là, la melacha, elle n'a pas été annulée à 100%, donc c'est interdit de faire ça. Pour Rabbi Shimon, on a dit quoi? Le simple fait de changer la forme, la tsura de la chose, c'est déjà considéré comme arrêter la chose, éliminer la chose. Donc pour Rabbi Shimon, quand je fais une melacha d'avar chez Enomit Kaven pendant Shabbat, c'est moutar. Pourquoi? Parce que je vais changer quelque chose dans la melacha. Certes, la melacha, elle est faite, mais moi, je ne le fais pas pour ça. Donc j'ai changé la tsura, si on peut dire. Donc je résume, et c'est là on voit le lien entre les trois marloquettes. On a marloquette numéro 1 entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur le fait de faire disparaître les bêtes sauvages du monde. Marloquette numéro 2, élimination du Hametz. Et marloquette numéro 3, davar shenomit kaven, faire une melacha interdite le Shabbat sans avoir l'intention de la faire. Rabbi Yehuda, il suit sa shita dans les trois. Sa shita, c'est quand on dit on arrête, on fait disparaître, on élimine, ça veut dire bitul bametziut. On élimine 100%. Donc pour Rabbi Yehuda, quand Hachem il dit je vais éliminer les bêtes sauvages, vishbati chayara'a, ça veut dire il va les éliminer à 100%. Elles n'existeront plus. Quand Hachem il nous dit tashbitu seor mi batechem, tu dois éliminer le chametz, le levain de tes demeures. Pour Rabbi Yehuda, ça veut dire on doit l'éliminer à 100%, donc on doit le brûler uniquement, sinon c'est pas bon. Et quand Hachem nous dit Ubayom Hashevei Tishbot, le 7e jour, tu vas éliminer la notion de travail, si on peut dire. Pour Rabbi Yehuda, il faut éliminer la notion de melacha à 100%. Donc si je fais une melacha, mais sans avoir l'intention, on n'a pas le droit quand même. Parce que je n'ai pas éliminé 100% de la melacha. J'ai fait la melacha, même si je n'ai pas eu l'intention, mais j'ai quand même fait la melacha. Donc Rabbi Yehuda, il est cohérent dans sa shita, que quand on dit éliminer quelque chose, c'est à 100%. Et Rabbi Shimon, à l'inverse, il est cohérent dans sa shita, qui dit que simplement changer la tsura, la forme de la chose, changer un détail de la chose, déjà c'est considéré comme une élimination, puisque la chose, elle n'est plus comme elle était au début. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit, quand Hachem il dit qu'il fera disparaître les bêtes sauvages, c'est pas au sens littéral. Il les fera pas disparaître. Elles seront là, mais elles seront différentes. Elles n'abîmeront plus, elles ne seront plus dévastatrices. Pour le Chametz, on te dit élimine le Chametz, mais c'est pas obligé de l'éliminer à 100%, Rabbi Shimon il dit, comme les Chachamim. Tu peux le disperser au vent, tu peux le mettre dans l'eau. C'est vrai que le Chametz, il va être encore là, mais sa forme, elle a changé, ça y est, il est plus apte, tu vas plus le consommer comme ça, même si les molécules de Chametz, elles sont toujours là. Et pareil dans Shabbat, on te dit Hachem te dit tu vas éliminer, si on peut dire complètement la notion de melacha, la notion de travail pendant Shabbat. Alors quand tu fais une melacha, à partir du moment où la melacha, tu ne la fais pas avec la kavana,
tu changes la kavana, c'est déjà comme un changement qui fait que là, c'est bon. On considère que la melacha, tu ne l'as pas faite puisque tu as changé quelque chose. Donc on voit comment Rabbi Ouda, Rabbi Shimon, sur ces trois sujets-là qui a priori n'ont rien à voir, les bêtes sauvages, le chametz à Pessah, avant Pessah, et la melacha d'avar shenu mitkaven, et ben sur ces trois sujets-là, en fait, ils sont à chaque fois en marloquette, Rabbi Ouda, Rabbi Shimon, et chacun il a son opinion, et c'est cette opinion-là qui fait que chacun va penser ce qu'il pense dans ces trois sujets-là. Donc, ça, c'était pour comprendre un peu déjà la chita de Rabbi Ouda, Rabbi Shimon. Le Rabbi commence par répondre à la deuxième question qu'on a posée sur le Midrash tout à l'heure. Réponse très simple. Comment Rabbi Ouda il s'en sort avec sa chita? Pour Rabbi Ouda, on revient à notre paracha. Hachem il dit je ferai disparaître les bêtes sauvages. Rabbi Ouda il dit il les fera disparaître complètement, elles n'existeront plus. On a dit Rabbi Ouda, comment tu fais avec le verset dans Yeshaya qui nous dit que Veger Ze'ev Imkeves, que le loup va habiter avec l'agneau. Comment c'est possible? Si Rabbi Ouda, tu me dis qu'il n'y aura plus de bêtes sauvages, il n'y aura plus de loup à la fin des temps. Alors comment le loup, il peut habiter avec l'agneau? Alors le Rabbi dit, on est obligé de dire que pour Rabbi Ouda, il y aura deux périodes. Il y aura une première période dans les temps futurs, où là, effectivement, le loup, il habitera avec l'agneau. Mais la deuxième période, la finalité du monde futur, là, pour Rabbi Yehuda, il n'y aura plus du tout de bêtes sauvages, elles n'existeront plus. C'est comme ça que le Rabbi explique comment Rabbi Yehuda il s'en sort avec ce verset dans Yeshaya. En fait, pour Rabbi Yehuda, il y a deux périodes. Première période, il y aura effectivement des bêtes sauvages qui sont toujours là. Et ça, c'est le verset de Yeshaya, que le loup il va habiter avec l'agneau. Mais pour Rabbi Yehuda, il y aura une deuxième période où là, les bêtes sauvages, elles ne seront plus là. Voilà. Ça, c'est la réponse à la deuxième question qu'on a posée tout à l'heure. Et Bezrat Hashem, on continuera la suite très prochainement. On va répondre à la première question du Mizmor Shir Leyom à Shabbat, mais là, il va falloir vraiment se casser la tête dans le Talmud, dans la Gemara. Des bonnes nouvelles, à très bientôt.